Bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour Victor. J'espère que vous allez bien. Bonjour Nathalie, bonjour Victor. Bonjour en tout cas, voilà, à tout le monde. On attend que tout le monde se connecte petit à petit. On est ravis de vous avoir, pour notre premier webinar de l'année. Bonne année à tous, d'ailleurs. Voilà, ce 1er webinar qui inaugure un petit peu, la saison, sur un sujet, plutôt, généraliste, plutôt stratégique même. Donc on a, réalisé, un rapport, sur, les tendances infrastructures 2026. On a réalisé, donc cette enquête et on a synthétisé un petit peu tous les résultats dans un rapport. Et puis aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu tous ces résultats et de vous y apporter aussi, une analyse et des préconisations en fait, pour, pouvoir intégrer un petit peu, ces sujets dans votre roadmap. Donc voilà, vous pouvez aussi, télécharger le rapport complet. On va également vous le mettre, au niveau du chat. Très rapidement, voilà, Synapsis, nous, on est une société de conseil spécialisée dans, les projets infrastructures. On accompagne, les entreprises, que ce soit des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi des grandes entreprises dans leurs grands projets de transformation. On a plusieurs expertises, plusieurs verticales. Donc, on est spécialisé dans, les sujets modern workplace, les sujets cloud, infra, DevOps, cyber également, et beaucoup, les sujets autour de l'IA, voilà, qui émergent, avec notamment, voilà, un regard plus spécifique sur, comment, transformer ces infras justement pour accueillir tous ces projets IA, ces projets de transfo. On est donc 180 consultants, répartis, sur 3 agences, Lille, Paris et Lyon, mais avec une capacité à intervenir sur, tout le territoire. Et puis nous avons également un bureau à Kuala Lumpur. Voilà pour, la rapide intro sur Synapsis. Et si vous avez besoin si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, on peut prolonger l'échange après le webinar. Thomas, Victor, je suis contente de vous avoir pour ce webinar. Je vous laisse la main, voilà, pour vous présenter rapidement. Merci beaucoup, merci Nathalie. Je vais laisser Victor rapidement pouvoir te présenter, puisqu'après, globalement, j'aurai le plaisir de démarrer sur le grand contexte et l'environnement global de cette étude et les premiers retours. Donc, je te laisse la main avec grand plaisir. Après vous avoir toutes et tous salués et souhaité tous nos voeux pour cette nouvelle année, en effet. Comme ça, une fois que c'est dit, on n'a plus besoin d'y revenir. Parfait, merci Thomas. Oui, également, je partage les vœux. Moi, j'interviens côté Synapsis sur effectivement différentes missions autour de l'infrastructure ou de la transformation. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que j'interviens dans ce webinaire et qu'on va vous partager avec Thomas les différents insights qu'on a pu identifier pour 2026. Tout à fait. Et donc, pour revenir sur moi, ma vie, mon œuvre, bien entendu, au cœur de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de diriger la partie conseil et transformation chez Synapsis. Donc, dans notre ADN, de pouvoir accompagner les organisations sur tous vos sujets aujourd'hui, de suivre de manière prospective les enjeux auxquels chacun et chacune est confronté. Donc, c'est dans notre ADN chez Synapsis que d'avoir intégré cette dimension de conseil, d'approche forfaitaire, d'approche au projet sur engagement de résultats, de formation, et donc aussi dans notre périmètre d'animer aujourd'hui la montée en compétences, l'évolution de nos propres collaborateurs pour tendre à suivre au plus près les tendances actuelles et à venir auxquelles les organisations que nous avons le plaisir d'accompagner peuvent être confrontées. Très rapidement, si je me permets de te couper, Thomas, gros point aussi que j'ai oublié de préciser. Donc, le rapport d'enquête qu'on a réalisé a été réalisé avec le CRIP, donc le Cercle des responsables infrastructure et production, avec qui on est partenaire. Donc voilà, c'est un document qu'on va vous envoyer sur le chat ou qui a déjà été envoyé, qu'on a co-construit avec eux. Voilà. Et oui, très rapidement, effectivement, durant ce webinaire, vous pouvez poser vos questions. On vous invite même à poser vos questions dans le chat si vous voulez des précisions. À télécharger les documents qu'on peut être amené aussi à vous partager, voilà, qu'on vous met à disposition. Le replay sera disponible et si vous souhaitez aller plus loin sur un des sujets, se pencher un petit peu sur votre roadmap, sur des projets de votre côté sur lesquels vous avez besoin d'éclairage,
n'hésitez pas à nous le mentionner pour qu'on puisse programmer un rendez-vous après ce webinaire. Voilà, on m'a fait sa parole. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, donc globalement, cette étude, elle repose avant tout sur vos dires, vos retours qu'on s'est permis de solliciter, en effet, avec nos compagnons de route du CRIP. Et donc, on n'est pas là pour vous présenter ce qu'est la boule de cristal, mais plutôt aujourd'hui notre retour d'expérience déjà, qui a teinté aussi notre compréhension de ces enjeux, et globalement les grandes lignes de ce qui peut en ressortir. Avec plaisir, n'hésitez pas, on est plus couvert dans le chat à réagir, en particulier si vous êtes d'accord ou pas d'accord du tout avec les éléments, ou si vous souhaitez plus d'éclaircissements sur les différents éléments qu'on peut avancer et ce qui paraît être aujourd'hui les tendances majeures donc de notre secteur infrastructure IT. Bon, globalement, je pense que vous partagez aujourd'hui ce constat. Donc, l'IT en général, les infrastructures en particulier, sont particulièrement touchées par cet aspect contraignant. Les contraintes, on va les explorer ensemble. Des contraintes réglementaires qui sont toujours plus en augmentation aujourd'hui. Une contrainte aussi due d'ailleurs dans des environnements, une géopolitique internationale qui nous a quand même énormément impacté et qui nous met aujourd'hui dans la contrainte de l'incertitude, malheureusement, sur les bonnes décisions à pouvoir acter, et donc aussi sur l'état du monde à venir. Aujourd'hui, on va beaucoup parler quand même en infra de cette approche du legacy et donc de la gestion de la dette, et ça reste d'avoir les bonnes balances et les bonnes abacs quant à la définition de vers où positionner un investissement, que ce soit en traitement de cette dette technique, ou que ce soit aussi aujourd'hui dans les nécessaires évolutions, et en particulier avec ce qui est une tête de pont aujourd'hui en termes de dite innovation sur l'IA et le questionnement sur ses usages et son implémentation dans nos métiers. On sait qu'aujourd'hui, globalement, les coûts ne cessent d'augmenter, les pressions financières sont aussi plus importantes, chaque année plus importantes sur les définitions de ROI, et aussi sur des mouvements de gestion de compétences et de talents, avec des mouvements internationaux sur des appels à d'autres pays que la France, d'autres territoires aujourd'hui, pour aller couvrir en partie les prestations IT aujourd'hui. Et puis, on a beaucoup parlé, il fut quelques mois, de contraintes de coûts justement vis-à-vis de l'hébergement, en particulier dans un environnement de virtualisation. Et on sait aujourd'hui que justement cette gestion du flux contractuel devient un élément particulièrement contraignant, le tout dans un environnement, comme je pouvais le citer, sur les incertitudes et les contraintes dans la prospective, avec une pression quand même sur la sécurité et une visibilité croissante sur les risques et les expositions aux risques, voire malheureusement les failles, que ce soit dans les activités récentes. C'est vrai que ça s'est un petit peu synchronisé, entre guillemets, malheureusement, au moment des chutes successives côté Cloudflare, par exemple, ou des différentes attaques ou fuites de données qui ont pu avoir lieu au cours en particulier, la deuxième moitié d'exercice, qui, on le sent, teintent beaucoup les réponses et les orientations qui nous ont été partagées. On reviendra bien entendu sur ces sujets, les hybridations, l'impact du cloud, la gestion du legacy, dans la suite de notre présentation. Donc si on se donne une forme de mantra qui nous paraît aujourd'hui assez clair, justement, les notions de transformation, en gros les grands projets, on a ce partage aujourd'hui qu'on demande avant tout d'être dans ces enjeux de maîtrise, donc à la fois sur les méthodologies, les calculs et la capacité à tenir des engagements prédits, et donc peut-être parfois être moins disant dans ses ambitions, mais derrière de pouvoir maîtriser des assets qui donnent une valeur et une exploitation dans le temps. Et quand on appose le mot durable, on a parlé aussi d'une forme de fin de la RSE pour certains sur 2025, avec des montées de sujets très forts côté cyber, côté géopolitique, qui ont écrasé en partie aujourd'hui les enjeux green. Je viens de là, donc je crois que je peux en parler à peu près légitimement. Et justement, aujourd'hui, c'est une valeur qui se partage avec des assets à forte valeur ajoutée. Donc, on se pose la question de comment faire durer l'héritage, donc le legacy en bon français.
On voit aujourd'hui justement qu'il y a eu une évolution, puisque cette étude, on a le plaisir de la conduire chaque année depuis maintenant 2 ans, avec le CRIP. Donc, on commence à avoir cette vision aussi d'évolution. On a souhaité justement apporter aussi une capacité à organiser autour de grands sujets. La montée des sujets forcément autour du cyber n'est pas, et le croisement avec l'IA n'est pas du tout étonnant. En réalité, ce que l'on voit, c'est surtout qu'il y a eu une sortie des enjeux cloud. On a eu un grand mouvement d'ailleurs de go to cloud qui aujourd'hui paraît non pas forcément être moins important, mais en tout cas moins prioritaire, avec une pression moins forte donnée là-dessus, en partie pour certaines infrastructures déjà en place. Donc ils ne sont plus des enjeux forcément identifiés comme étant transformation, mais plutôt gestion durable du service, et bien entendu les questionnements sur les enjeux de souveraineté et de résilience, y compris autour des hyperscalers et du cloud public. Et globalement, le workplace a toujours été un socle qui est un peu notre serpent de mer. On le connaît bien chez Synapsys, un des enjeux qui n'est pas toujours le plus cité, plutôt un des moins cités, mais qui en réalité couvre encore énormément de sujets courants, en tout cas dans les activités IT. Alors, nous allons avoir le plaisir, au cours de on va traiter quelques grands sujets qu'on a pu identifier. En effet, je vous renvoie avec plaisir vers l'étude qui a été menée, l'étude complète, si vous souhaitez avoir plus de détails et aller plus avant sur certains éléments, puisque là, on a décidé volontairement de donner une certaine couleur et d'essayer de mettre en avant ce qui nous paraissait bien être prioritaire, y compris dans les insights eux-mêmes. Donc aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est le sujet qui à la fois la plus grosse croissance aujourd'hui dans la démonstration d'intérêt, et qui est aussi le premier autour des enjeux de cyber. Donc, on voit que cet élément est fortement lié d'ailleurs aussi au process côté automatisation, et donc aussi usage côté IA. Donc, la volonté de se projeter vers des solutions ultra proactives, anticiper le risque, l'attaque, et derrière anticiper tous ces différents enjeux. C'est-à-dire aussi derrière la capacité de communication, de maîtrise, et donc de montrer et démontrer, c'est le grand enjeu à notre sens, comme on pouvait le mentionner sur 2026, qu'il y a une maîtrise et un retour sur investissement. La cyber fait partie de ces sujets qui, quand ils fonctionnent bien, ne parlent pas, puisque finalement, le rôle même étant que tout soit sous contrôle et maîtrisé, et donc pas d'exposition immédiatement à la fois aux risques et aux attaques. On sait qu'on a cette montée qui a quand même beaucoup touché, alors sur certains secteurs en particulier, on a beaucoup parlé du secteur bancaire, du secteur de la santé aussi, sur les augmentations de pression réglementaire. C'est un sujet qui se croise aussi quand on parle du green d'ailleurs. Et donc, qui apporte une notion autour de la capacité à la fois la partie état des lieux rapide, qui est réellement de pouvoir monitorer, suivre et démontrer en permanence sa capacité à protéger globalement ses environnements, et derrière aussi rendre auditable, exploitable pour le régulateur aujourd'hui l'état de l'art de la cyber et de l'état de sécurité des infrastructures et des applicatifs, bien entendu, derrière. Aujourd'hui, on le voit, c'est globalement gros enjeux autour des protections d'endpoint, de la gestion d'identité, et donc trouver des moyens de rapidement démontrer qu'on a une mise en œuvre côté sécurité de la donnée et de l'identité, de protection des accès. Donc, cette partie de gouvernance aujourd'hui, croisée avec à la fois l'enjeu de pouvoir faire du reporting interne et de pouvoir répondre aux régulateurs, c'est un des éléments prioritaires. C'est aussi teinté forcément de manière temporelle, puisque c'est souvent sur des moments, des temporalités particulières sur l'année, que l'on a en particulier sur la fin d'année, qu'on a cette capacité de démonstration et cette volonté de le faire. Ce qui veut dire aussi que on a cette notion de DevSecOps qui, donc pareil, serpent de mer du DevOps. Aujourd'hui, on est surtout dans une notion bien intégrée, de plutôt considérer que toutes les boucles DevOps aujourd'hui doivent intégrer de manière native et proactive les notions de sec dedans. Donc, ne pas avoir des entités trop séparées, et de pouvoir réinjecter aujourd'hui dans les boucles de développement applicatif aujourd'hui les notions de cyber, et donc qui posent des enjeux aujourd'hui de montée en compétences et de maîtrise des talents vis-à-vis des équipes DevOps pour intégrer directement ces enjeux et les rendre à la fois capables de les appliquer dans les métiers, mais aussi d'être dans une certaine mesure communicants, compréhensibles à l'externe, pour pouvoir s'impliquer dans les notions de reporting et la conception stratégique. Je te laisse la main, Victor. Ouais, merci. Et bien sûr, bien évidemment, sur les éléments suivants sur l'IA, qu'on sait un sujet aujourd'hui très preneur. On peut dire qu'en
en 2025, tout le monde a testé l'IA à titre personnel ou même dans le cadre professionnel, hein. Aujourd'hui, les questions qu'on va plutôt se poser autour de cette IA, c'est comment effectivement tirer de la valeur sans à la fois créer un effet déceptif, goodies qui peut parfois être ressenti par les utilisateurs, hein, sans cadre réel, sans gouvernance, et en même temps éviter d'ouvrir de nouvelles brèches, de créer de nouveaux risques, qui fait écho directement au sujet autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous, des ressentis et des éléments qu'on a pu partager, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de POC IA, mais qui n'aboutissent pas forcément à de l'industrialisation. On a effectivement des attentes fortes côté métier, hein, qui n'ont pas toujours les compétences, la connaissance et qui parfois utilisent l'IA d'une manière pas complète, hein, qui évite effectivement d'aboutir à quelque chose de productif et à forte valeur. Les risques effectivement autour du shadow IA et de tous ces périmètres font aujourd'hui que l'IA est un enjeu fort, un accélérateur transversal, mais qui a des enjeux très importants autour de la gouvernance pour justement éviter des débordements côté juridique, réglementaire, contrôle des données, mais même aussi le côté déceptif, côté métier. Nous, de ça, ce qu'on a pu en tirer, effectivement, est-ce qu'on peut aussi considérer pour la suite, pour avancer, pour justement mobiliser et éviter avoir cet engouement qui finit par décliner au fur et à mesure, c'est déjà de se concentrer sur quelques cas d'usage prioritaires qui vont permettre là de valoriser cet aspect actif stratégique transverse, hein, de l'IA, hein, qui va toucher différents départements et différents milieux, hein, et surtout de pouvoir montrer et démontrer au métier la valeur autour de cas d'usage plus complexes, plus aboutis, et arriver à une industrialisation côté métier qui vraiment favoriseront l'adoption côté métier de l'usage de l'IA, avoir effectivement un meilleur time to market sur l'apport de l'IA, et ces points-là sont, à notre sens, clés pour avancer, c'est-à-dire éviter une dispersion qui peut être aussi une tendance avec l'IA, c'est-à-dire d'ouvrir complètement et de ne pas avoir de règles ou un cadre commun, mais plutôt essayer d'apporter de la valeur tout en apportant un cadre de gouvernance clair avec des rôles, une conformité, une sécurité qui évitera un certain nombre de problématiques. Tout ça, bien entendu, amène aussi un accompagnement fort, hein, en formant, et ça, je pense que c'est un des autres aspects clés de l'IA, hein, c'est la formation et les limites et la force de l'IA. Ça va être de pouvoir la borner et assurer que les utilisateurs puissent utiliser toute leur puissance et pas seulement effectivement l'effet goodies qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Donc, on a des enjeux forts aujourd'hui pour l'IA qui va être de vraiment construire de la valeur, arriver à des niveaux d'industrialisation forts et surtout s'assurer que les métiers ont bien adopté et compris tout ce que l'IA peut leur apporter demain. Donc, sur les sujets aujourd'hui, à ce point-là, voilà, c'est à notre sens les points qu'on a pu identifier d'expérience qui sont clés pour pouvoir avancer plus sereinement sans ouvrir aussi une boîte de Pandore sans aucune maîtrise. N'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez des expériences de votre côté, si ce qu'on vous dit vous parle aussi, voilà, si c'est des points que vous avez pu rencontrer, on sait que ça peut être des nouvelles choses. N'hésitez pas à nous le partager, nous on pourra rebondir dessus de toute façon. Je te passe la main, Thomas. Pardon. Hop. T'as ton micro coupé, ouais. Oui, pardon, merci Victor. Un sujet qui se croisera et avec un point que j'aborderai aussi plus tard autour des enjeux d'infrastructure cloud proprement dite. Et on est très intéressé aujourd'hui justement à savoir
Aujourd'hui, comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que c'est un sujet et quelle est l'ampleur pour vous de ce qu'on appelle la dette technique? Parce que c'est pareil, c'est un grand sujet aujourd'hui, moderniser le socle ou valoriser les assets et le legacy. Comment est-ce qu'on essaie d'avoir aussi une approche un petit peu différente de ce qui est réellement la dette? Donc, maîtrise et performance, on est sur des enjeux croisés, des enjeux de dette aussi en compétences aujourd'hui. On est sur un marché très particulier qui court après les talents. Et donc, qui va chercher des pools de compétences assez particuliers qui peuvent entraîner aujourd'hui des fortes dépendances à certains profils. Et donc, c'est aussi un enjeu de la dette technique, hein. C'est aussi sous cet angle-là qu'on l'a abordé, autour du fait d'avoir une dette à gérer en termes d'actifs infrastructurels et applicatifs IT, mais aussi en dette de compétences directement. Très intéressant, Fabrice, je me permets, puisqu'on partait sur la modernisation, et aujourd'hui, qui lead, vous posez la question de qui lead les sujets d'IA. Alors aujourd'hui, on a quand même retrouvé beaucoup d'environnements différents, en particulier aussi sur des choix autour de modèles forcément qui vont être employés au sein des organisations. Et donc derrière, d'environnements plus ou moins poussés par la technique. Si je le dis très concrètement, on a aujourd'hui des organisations qui ont fait des choix d'investissement infrastructurel très lourds. Et je crois que Victor reviendra sur ce sujet aussi, mais les explosions des coûts, en particulier sur les derniers mois, en termes de RAM et donc de capacité de calcul, provoquent une bulle très particulière. Il y a eu des investissements très lourds l'année dernière pour pouvoir faire du type GPT-like et compagnie, des modèles internes où on avait une maîtrise côté infrastructure à l'origine, puisqu'investissement et gestion internalisée, qui s'est ensuite un peu plus tourné vers les métiers qui étaient en demande, c'est-à-dire que Polia, dépendant infra, qui réagit à la manière d'un comité d'archi sur qui veut bien l'intégrer et derrière à quelle capacité on peut mettre à disposition. On a donc qui reste dans un domaine plus IT, qui maîtrise encore son infrastructure. Sur beaucoup d'environnements, on a des pôles d'innovation qui le portent ou des PO internes qui sont porteurs, avec des initiatives qui peuvent être très éparses. Et pour répondre, comment est positionné le lead? Parfois, il est positionné un peu nulle part. Et donc, on se rend compte qu'on a surtout une multitude d'initiatives IA qui vont popper un petit peu partout dans l'organisation, qui peuvent passer par du shadow ou du plus ou moins déclaré, des usages de LLM de marché. Et donc, on a quand même une grosse tendance à aujourd'hui à avoir une volonté d'aller vers des modèles organisationnels un petit peu différents, en tout cas de revoir, et c'est très lié avec la gestion de son socle et de son catalogue, c'est de pouvoir maîtriser aujourd'hui l'ensemble de ses usages et au moins les bloquer aussi. Donc, de tourner vers une organisation avec une gouvernance dédiée, plutôt, à notre sens en tout cas, orientée côté IT, garder une notion de gestion d'architecture, autorisation, et donc d'au moins de gérer ces catalogues applicatifs. On parlera aussi du lien avec la capacité aujourd'hui à évaluer la criticité applicative. C'est un grand sujet, puisque dans tous les sujets de résilience, de toute façon, on va évaluer sur périmètre de criticité les applications qui sont les plus importantes et qui sont vitales pour l'activité. Et on a repéré déjà, dès l'année dernière, les premières tendances à ce que les outils d'IA soient intrinsèquement liés à des éléments vitaux pour les organisations, potentiellement, et donc typiquement à devoir aussi avoir un cadre de maîtrise plus avancé et revenir vers une gestion côté IT. Et si l'innovation dépend de ces éléments d'infra, parce que voilà, on est toujours des archis et des gens compétents techniquement sur les sujets pour le positionner. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'avis, et je vous dis malheureusement, enfin, c'est un peu le sujet habituel pour tous les éléments naissants. Il y a une tendance à ce que la gouvernance se perde un petit peu, de la même manière que la sécurité et donc la gestion des usages à date. En tout cas, ça fait partie des préconisations premières dans tous les usages, depuis du montage de GPT-like interne sur des infrastructures maîtrisées jusqu'à aujourd'hui de l'internalisation d'usage de copilotes. On restera sur des basiques et des fondamentaux, de commencer par avoir une sécurité correcte de sa donnée et de ses droits,
sans quoi c'est aujourd'hui une énorme faille, forcément. Et je pense que vous devriez aller dans un sens commun sur le risque d'exposition aujourd'hui dû aux usages de toute façon de tous ces outils. Et ça a été le cas avec l'IA, comme ça a été le cas avec beaucoup de sujets où on est allé chercher des outils tiers non maîtrisés par l'IT. Pour revenir sur ce point au niveau de notre gestion de socle technique, donc l'agilité, la sobriété et la résilience, alors c'est toujours des grands mots qu'on essaye d'avoir avec en toile de fond surtout le coût du socle technique. Donc on avait cette tendance, on en avait ce dont je pouvais vous parler sur la notion de go-to-cloud, et avec une logique financière du CAPEX vers l'OPEX. Mais globalement, on a aujourd'hui toujours une infrastructure existante qui a une valeur réelle, qui doit être maîtrisée. Je vous parlais de ce sujet autour de la transmission des compétences et de la gestion des talents. Mais aujourd'hui, d'être capable, et ça nous rejoint, d'avoir une cartographie fiable, applicative, une maîtrise aujourd'hui dans les applicatifs développés et une maîtrise aussi côté infrastructure en lien, donc forcément, j'y reviens, capacité de criticité d'une part, d'évaluation de criticité, et derrière, capacité de résilience qui va reposer aujourd'hui sur quand même des gestions d'architectes, et donc de repositionner ces comités d'architecture et cette maîtrise architecturale IT en priorité. Donc, sortir de l'usage et revenir à des sujets de gouvernance, d'où la notion d'avoir un scoring et donc une capacité de valorisation pour pouvoir anticiper des chantiers de grande importance et justement de sortir des mécaniques de rationalisation du coup par coup, qui est je bouge vers le cloud parce que sur le papier, ça va me coûter moins cher, ce sera plus efficace et finalement, ce n'est pas si compliqué. Et on le connaît, c'est l'effet entonnoir du Bourbier, où au final, on se perd dans les environnements applicatifs qui ne sont plus fonctionnels, avec donc une capacité aujourd'hui à avoir une vision globale, rationaliser pour anticiper les évolutions et se remettre dans une notion de temps long. Vous savez, 2025 était une année, alors, on dit jubilaire, donc on est sur les 0,5 où on met souvent des plans stratégiques en place. Donc on sait qu'on relance un cycle de 5 ans aussi, voire, et 2030 est un grand échéancier finalement dans les organisations et dans les stratégies. D'où cette notion de pouvoir positionner une vision prospective de plus long terme. Et comme je pouvais le mentionner en ouverture, dans un contexte de plus en plus incertain, la prospective devient difficile, mais il faut pouvoir assurer sur de l'architecture et de l'infrastructure, puisqu'on n'est pas juste au clic, on a besoin de pouvoir mobiliser des assets à grande valeur, et donc anticiper aussi ces sujets d'observabilité. Et là, on est sur une phase assez transitoire, où on a une volonté très exprimée de pouvoir être en capacité de maîtriser et comprendre l'état de son parc et de son parc applicatif et infrastructurel en temps réel, avec la gestion de l'existant versus les nouveaux. À quel moment est-ce qu'on gagne, on a de l'intérêt à faire une évolution croisée pour aller dans ces sujets d'observabilité. Je ne sais pas d'ailleurs, on a eu beaucoup quand même de sujets, surtout sur cette fin d'année aussi, autour de l'observabilité, et je ne doute pas que potentiellement ce soit aussi des sujets qui vous mobilisent et sur lesquels vous soyez en demande. Et donc, ce qu'on le disait, le plan de compétences, qui veut dire aussi la proximité avec les interlocuteurs RH et la capacité à anticipation prospective pour pouvoir assurer les niveaux de compétences nécessaires, en particulier d'ailleurs vers les nouveaux outils, les nouvelles infrastructures, mais aussi la maîtrise d'un legacy et cette balance qui reste quotidienne. Je te laisse la main, Victor. Ouais, tu me fais la transition parfaite effectivement sur la partie observabilité, qui est un sujet vraiment aujourd'hui très en vogue, très demandé, comme tu le mentionnais en fin d'année, on a été beaucoup sollicité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui avec l'avancée de la maturité du DevOps et de toutes les chaînes effectivement de déploiement, on est moins sur des problématiques de déployer rapidement ou de maîtriser ces phases de déploiement, mais plus sur une capacité à maintenir des environnements qui deviennent toujours plus complexes, avec de l'architecture qui peut être hybride, du multi-cloud, des microservices, qui donnent aussi une difficulté d'avoir une visibilité exhaustive de son parc, qu'il soit applicatif ou même infrastructure, avec trop d'outils, peu de visibilité globale ou consolidée à un même endroit. Et surtout aussi aujourd'hui toujours une approche réactive et des difficultés à arriver dans une approche qu'on pourrait dire proactive ou même anticipative avec d'autres facteurs. Et c'est justement un petit peu les enjeux là, pour cette année 2026, c'est qu'aujourd'hui, on va aller vers
une augmentation de l'automatisation des processus critiques pour essayer aussi de maintenir et de limiter le temps de down de ces applications. Et du coup, ça amène effectivement des enjeux forts d'une volonté d'aller vers de l'observabilité unifiée, qui est une demande de plus en plus forte, qui doit permettre de pouvoir avoir une vision globale à la fois de son infrastructure et de l'état de santé de ses applications au global. Mais nous, dans nos préconisations, c'est déjà aussi d'identifier d'abord les processus critiques. Voilà, pareil, ça rejoint un petit peu les mêmes schémas que sur la partie IA, se concentrer sur ce qui est important, critique en premier lieu, s'assurer qu'on a effectivement une capacité à comprendre la racine des incidents le plus rapidement possible, quitte à même, et on y viendra un petit peu après, mais intégrer de l'IAOps qui pourra amener de la détection intelligente, de la corrélation automatique d'incidents pour avoir vraiment une réduction au niveau du MTTR, avoir voilà, du downtime qui va être beaucoup plus faible justement sur ces applications critiques. Limiter aussi tout ce qui est incidents récurrents, ou du moins pouvoir les anticiper au travers d'un certain nombre d'éléments de détection, et même aboutir, comme on le disait, pour les équipes de run, à avoir du temps supplémentaire pour aller justement plus rentrer dans de la résolution de problèmes et pas forcément d'incidents, on va dire, mineurs qui peuvent être récurrents. Et ça, on voit bien que c'est des enjeux aujourd'hui importants dans ces nouveaux environnements très complexes. Cette observabilité unifiée, voilà, elle demande quand même un certain nombre de paramètres et de prérequis pour pouvoir essayer, on le sait, d'unifier l'ensemble des données qui vous permettent de contrôler les logs, vos différentes applicatifs ou différentes infrastructures, éléments d'infrastructure. Donc, il y a un travail de consolidation qui peut paraître complexe, effectivement, et qui doit être cadré. Donc ça aussi, il y a des enjeux forts de pouvoir mobiliser et amener un sujet global pour pouvoir contrôler justement ces processus critiques. Mais aujourd'hui, dans les enjeux, on voit bien que ça va devenir de plus en plus essentiel d'amener une observabilité qui, à minima, apporte de la proactivité et pour les cas les plus avancés, amène même de l'anticipatif pour avoir un service qui soit à la hauteur pour les utilisateurs comme pour les métiers, et avoir, voilà, j'irais même à dire, tenter d'avoir un 100% ou 99% de uptime des applications qui pourra, grâce au proactif ou à l'anticipatif, permettre de résoudre les incidents avant même qu'ils commencent. Si je peux citer un peu comme Minority Report, voilà, pouvoir même anticiper les incidents avant même qu'ils se créent réellement. Donc, est-ce qu'on a vraiment un incident? Voilà, on voit que c'est des enjeux forts aujourd'hui qui arrivent sur le marché et qui vont devenir clés encore plus que l'aspect qui était avant poussé par le DevOps, qui était la partie maîtrise du déploiement et effectivement des chaînes et des pipelines. Aujourd'hui, on va vraiment être dans comment je m'assure d'avoir un environnement stable le plus longtemps possible, et que mes équipes soient sollicitées que le cas échéant, et pas forcément pour des éléments qui pourraient polluer le travail ou même le traitement de ces équipes run. Je te repasse la main du coup, Thomas. Merci Victor. Oui, donc je vous avais anticipé, divulgaché l'avancée vers ces sujets autour de, alors certes la migration, mais beaucoup la souveraineté, la maîtrise du cloud. Et on a même cette tendance à dire des clouds aujourd'hui, puisque un des enjeux prioritaires, justement, on sort d'une phase d'hypercroissance des hyperscalers, forcément, de virtualisation de l'intégralité de nos services. Donc, on passait de beaucoup d'environnements quand même extrêmement maîtrisés, physiques, on-prem, à justement donc, cette notion de go-to-cloud qui a fait fonctionner une bonne décennie, on va dire aujourd'hui, avec cette explosion de nos hyperscalers, en particulier américains. Forcément, aujourd'hui,
Donc, on a un modèle d'exploitation qui commence à se créer avec forcément des enjeux et des attentes où les services architecturels ont commencé à faire des évolutions. Et un des grands sujets pour toutes celles et ceux, alors je ne sais pas si parmi nous, certaines ou certains ont été confrontés forcément aux réglementations DORA, par exemple, mais forcément qu'on est dans ces enjeux de commencer à être en capacité de définir nos workloads, en effet, et puis derrière, qu'est-ce qu'on va considérer être un cloud public potentiellement souverain, régulé. On a beaucoup de termes où il va falloir s'accorder sur une définition. Les clouds privés aujourd'hui, qui sont aussi un sujet, puisque derrière, qu'est-ce qui est véritablement un cloud privé ? Les environnements très hybridés, et puis, bien entendu, la partie SaaS, IaaS, PaaS, globalement, dès qu'on va être dans du as a service, avec des enjeux de souveraineté et de résilience, comment est-ce qu'on peut démontrer la capacité de résilience d'une infrastructure quand on parle d'aujourd'hui de as a service globalement? Ça fait partie des éléments où on sait que la pression est toujours plus forte avec cette dichotomie entre d'un côté une volonté quand même de pouvoir activer rapidement ces services puisqu'ils ont une capacité à ce que les applicatifs soient très rapidement disponibles, mais globalement aussi une volonté de rester dans un cadre maîtrisé, souverain et résilient, dont on puisse démontrer la souveraineté et démontrer la résilience. Et là, le bas peut beaucoup blesser déjà chez nos hyperscalers, mais aussi, bien entendu, dans tous les as de service qu'on peut trouver sur le marché. Et ceci étant lié, puisque là, on est très infrastructurel, avec la capacité de classement des infrastructures, des applications, dites critiques, et donc de leurs infrastructures et de leurs données. Aujourd'hui, on parle justement d'un enjeu qui reste majeur, c'était monté. Alors, gouvernance FinOps, oui, gouvernance tout court aujourd'hui, avec une capacité à avoir une architecture unifiée et une capacité à ne pas adresser de manière séparée les briques typiquement cloud, en tout cas qu'ils soient surtout cloud public, les briques as a service, et puis la brique infrastructure traditionnelle d'environnement on-prem, de DC souverain maîtrisé, et donc de pouvoir apporter une gouvernance au global et donc une gestion financière uniformisée, une capacité aussi de comparer et d'avoir des règles communes, une responsabilité commune et un ensemble lisible par tous. Donc de sortir d'un environnement qui peut être d'ailleurs concurrentiel en interne sur les environnements et de pouvoir avoir une maîtrise avec une gouvernance dédiée et donc de bien considérer que ces infrastructures doivent être maîtrisées. Ce qui remonte les enjeux aujourd'hui, d'unifier les supervisions entre les différents environnements infrastructurels et de faire le lien, bien entendu, avec les usages applicatifs. Ça veut dire aussi qu'on parle de cette posture de sécurité, on a aussi une posture de l'architecture en général. Comment est-ce qu'on arrive on voit à quel point l'architecture est peu ou mal comprise, a besoin aujourd'hui de rappeler, de faire infuser à quoi servent les infras et comment est-ce que se positionne aujourd'hui la responsabilité des infrastructures au sein des organisations IT et des organisations tout court et de l'architecture comme étant un guide, un moyen aujourd'hui d'assurer des enjeux prioritaires de souveraineté et de résilience, entre autres applicatives. Et donc, on en revient bien entendu à ce sujet très important sur les applications critiques, cœur vital des organisations. Cette posture qu'on lie avec la sécurité, elle fait monter des nouveaux enjeux et elle fait monter des enjeux techniques aussi et des enjeux de compétences pour assurer aujourd'hui dans des environnements, la plupart du temps, qui traitent de sujets d'hybridation, d'avoir une sécurité filée de bout en bout, garantir aujourd'hui une gestion de bout en bout de la donnée, des échanges, des traitements, des flux, et donc aussi derrière, ça nous monte les sujets côté identité, droit et accès, et donc de pouvoir assurer, on y revient toujours, on met tout dans le cloud ou dans l'infrastructure, mais à la fois la protection applicative, la protection de la donnée, la capacité de résilience et la capacité de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, tous ces sujets croisés demandent tout de même un minimum de maîtrise et aussi de demande de capacité à aller mettre un peu plus de pression sur nos hyperscalers préférés lorsqu'il s'agit aujourd'hui d'avoir une capacité de démonstration de souveraineté et résilience. Alors, c'est un bon mot, on s'entend. Je sais que parmi nous, on doit être peu à se dire « je vais le tenter » parce qu'on l'a tous déjà fait. Aujourd'hui, d'avoir des preuves, et j'en reparlerai sur le dernier sujet, encore une fois, je divulgage,
Mais globalement, ça fait partie des éléments puisqu'ils ont tout entre leurs mains. La stratégie de souveraineté liée en particulier, alors je resitue, hein, mais voilà, en particulier sur les infrastructures critiques et vitales aujourd'hui, et les entreprises, les organisations qui ont ce rôle dans nos sociétés, pouvoir assurer la protection de nos citoyens et de leurs données et des données qui sont vitales à l'échelle de notre fonctionnement en tant qu'organisation et aussi en tant que pays. Aujourd'hui, hein, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt au vu de la situation de géopolitique internationale, et donc avoir une capacité de définir une stratégie et d'être initiateur aussi. On sent monter très fort le fait que la pression de cette conformité aujourd'hui, qui est moins croisée avec les enjeux des organisations, comment est-ce qu'on a ce dialogue aussi avec l'acteur public pour qu'on aille dans un sens d'une stratégie alignée avec vos enjeux, vos besoins, les capacités d'investissement, et de pouvoir pas simplement appeler de ses voeux une capacité souveraine, mais aujourd'hui mettre à disposition des capacités réelles pour les organisations de répondre à la fois aux besoins vitaux, critiques et utilisateurs, mais aussi de répondre à ces enjeux côté souveraineté et donc continuité de service et applicatif. Oui, merci Thomas. En enchaînant sur la partie Modern Workplace, on amène effectivement, on voit qu'aujourd'hui le poste de travail devient vraiment encore plus un outil central, hein, avec tous les outils collaboratifs, les aspects IA aussi qui sont intégrés, mais ça veut dire aussi que ça devient un vecteur clé des attaques, et donc un sujet central pour la sécurité et pour maîtriser mieux et éviter effectivement des failles. On sait qu'aujourd'hui, on peut avoir une hétérogénéité des postes, on peut avoir des demandes sécuritaires qui deviennent de plus en plus contraignantes sur les aspects de poste, hein, et surtout, un point clé qu'on a tendance à oublier avec le poste de travail, ça va être tout ce qui va être le manque d'adoption ou d'accompagnement à l'usage des outils collaboratifs qui, par effet direct, amènent justement des vulnérabilités. On voit aujourd'hui avec les usages, alors M365, mais ça peut être comparable chez d'autres partenaires comme GWS ou d'autres constructeurs. On sait que la multiplicité des usages, des services qui sont intégrés va mécaniquement, on le sait, on a tous déjà partagé un fichier vers l'externe, ou ne pas maîtriser le niveau de droit qu'on a pu octroyer, que ce soit sur du SharePoint ou des éléments comme ça, et on se rend compte très rapidement en fait que par ce biais-là, par ce manque de connaissances côté utilisateur, on va ouvrir des brèches qui peuvent effectivement rendre vulnérable le poste de travail. Alors, il n'y a pas que des aspects, on va dire, sécurité, hein, sur le poste de travail. Il y a bien sûr, on voit que ça devient un levier de performance, hein, au travers de justement cette capacité à communiquer, transmettre, travailler ensemble, hein, qui est vraiment clé. Mais derrière, nous, on se centralise vraiment pour les enjeux de demain. C'est d'aller vers une gestion unifiée des terminaux. Alors, il y a différents outils, hein, MDM, il y a Intune, il y en avait déjà des existants, mais c'est vrai que aujourd'hui, la volonté d'unifier cette gestion au travers d'un outil central qui va aussi bien gérer les terminaux poste de travail, Microsoft, Mac ou autre, mais aussi avoir la possibilité de toucher à la partie mobile, hein, qui aujourd'hui, on le voit, on a une porosité très forte, hein, sur le collaboratif, hein. Teams est aussi bien accessible via les postes de travail que la partie mobile. Donc, on voit que cet enjeu d'avoir une gestion unifiée pour pouvoir standardiser et justement maîtriser ce qui peut être transmis à l'externe, hein, est vraiment clé, hein. On a toutes les actions autour du Zero Trust, hein, qui aujourd'hui est une politique qui est poussée et même favorisée chez un certain nombre de nos clients, hein, pour pouvoir s'assurer que les données sont bien cadrées. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, les enjeux autour du poste de travail
sont vraiment aussi sur une brique sécuritaire pour pouvoir éviter effectivement les DLP, les fuites de données ou ces éléments-là. Même si on le voit aujourd'hui, on a un certain nombre d'opportunités qui, une fois que ces postes sont bien managés et bien gérés et sécurisés, vont amener une collaboration épanouie, si je puis dire, au sein de l'entreprise et justement pouvoir pousser, on en reparle, mais les usages autour de l'IA sans avoir de crainte effectivement d'exposer trop fortement ces données d'entreprise à l'extérieur. On a aussi, et là, faut le prendre avec des pincettes, hein, on va avoir des cas où on va s'orienter vers des postes cloud ou virtualisés. Il faut voir que ces enjeux-là vont permettre de répondre à un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer, notamment face à l'externalisation, mais aujourd'hui n'est pas une réponse à l'entièreté des postes de travail au sein des organisations. Hein. On comprend qu'aujourd'hui, ça permet une flexibilité, notamment au niveau, je rejoins un peu les éléments qui ont été partagés sur le cloud avant, mais sur la capacité de fournir de la puissance de calcul, de pouvoir fournir aussi des postes à des personnes qui ne sont pas forcément en proximité physique. Donc, on a aussi aujourd'hui des possibilités de s'orienter vers cette cloudification du poste de travail pour assurer une continuité, mais assurer surtout une facilité pour mettre à disposition les éléments directement à différents employés, salariés ou même externes, le cas échéant. Globalement, voilà, tout ça, ça doit amener, limiter au travers de la gestion unifiée les risques cyber, assurer que le collaborateur soit à la fois dans un environnement sécurisé par nature, mais aussi favoriser l'adoption des outils collaboratifs, donc s'assurer qu'il comprend et maîtrise ces outils et qu'il puisse aussi pouvoir partager ou du moins travailler on va dire sans crainte d'avoir des actions qui pourraient porter atteinte à l'entreprise. Et donc, pour nous, les enjeux vraiment forts aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser son poste, s'assurer que l'utilisateur connaît et maîtrise les enjeux collaboratifs qu'il peut avoir et éventuellement adapter le poste de travail en fonction soit du service et même envisager une possibilité de mettre à disposition des postes cloudifiés qui permettraient de répondre à des enjeux soit techniques, soit même à des enjeux de proximité, justement d'éloignement physique qui permettent de faciliter la mise à disposition de ces postes de travail. Merci Victor. Donc on va se projeter et le numérique responsable, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs aujourd'hui, est un principe même de se projeter vers l'avenir. C'est un peu malheureux, je ne serai négatif qu'au début, mais c'est un peu malheureux parce qu'on est encore en train de construire le socle dans l'urgence, et c'est la même situation malheureusement pour tous les grands sujets qui sont très émergents actuellement. Alors, si je vous posais la question de avez-vous mené un grand projet de numérique responsable en 2025 ou anticipez-vous un grand projet de numérique responsable pour 2026, voire 2030 ? Je serais très intéressé de les connaître. C'est un bon sondage à lancer, effectivement, dans l'audience. Un gros projet de transfo numérique responsable. Voilà, centré là-dessus. Alors, j'espère être nourri d'étonnement. On sait que la pression réglementaire sur les dernières années était fortement montée jusqu'à, en particulier pour la CSRD, qui a connu un revirement de dernière minute en fin d'année dernière. Donc forcément, on sait qu'il y a eu cette pression, il y a eu un grand enjeu, une dynamique autour aussi de l'accord de Paris, en particulier dans nos localisations, et que on a vu émerger, et ça on le sait, des critères environnementaux, sociaux. On va traiter aussi le plus généralement de RSE dans les appels d'offres.
en particulier chez l'acteur public, qui est toujours un moteur de ce type de démarche et qui est aujourd'hui tout à fait connu justement, c'est des réponses quand même côté privé et des équivalents, voire même bien entendu d'aller plus loin que ce que le secteur public a fait. Globalement, on a un sujet, c'est le coût de l'énergie en particulier, de l'électricité très spécifiquement. Et donc, on a le sujet aujourd'hui qui forcément se lie à des enjeux politiques, économiques, énergétiques, et donc qui trouvent finalement un autre chemin aujourd'hui, puisque voilà, de la même manière que Nathalie pose cette question, on a peu d'investissements directs aujourd'hui, on a des associations d'investissement, c'est-à-dire par exemple des renouvellements de typiquement un groupe froid dans un environnement de décès, où on va considérer que ça participe d'un numérique responsable, l'initiative première étant plutôt un legacy vieillissant, de l'infrastructure vieillissante, une nécessité de remplacement, une fin de contrat de maintenance, et ainsi de suite. Et donc, finalement, cet investissement s'aligne avec des objectifs environnementaux, green en tout cas, et on va dire que les bons intérêts se retrouvent. Et justement, aujourd'hui, l'idée, c'est comment est-ce que se positionne quand même, et on ressent au moins une volonté. Alors, c'est vrai, le plan d'action a l'air difficile, la stratégie, puis bien entendu, les moyens à aller chercher sont... La concurrence est forte entre, justement, des enjeux de résilience, de souveraineté, d'IA, d'innovation, juste de capacité à assurer son activité et à continuer de croître dans l'environnement actuel, face aux enjeux, les enjeux green, responsables face à ça, ont souvent difficulté à trouver parole au chapitre, on le sait, et pour autant, malgré les éléments assez classiques que l'on connaît autour de la capacité à expliquer les problématiques auxquelles on va faire face. Et je rejoins un petit peu ce que Victor énonçait, finalement, c'est quand on a des data leaks, des grosses attaques, des gros sujets, à ce moment-là, on investit. Vous savez, on n'a jamais autant acheté de caméras de sécurité que quand on s'est fait cambrioler. Le climat a cette notion d'être malheureusement progressif, à faire particulièrement mal, mais pas de manière uniforme. Et donc, aujourd'hui, on sait que face à des expositions variables, une compréhension variable aussi des problématiques auxquelles on fait face dans le numérique responsable et dans les approches responsables des activités, eh bien aujourd'hui, les effets sont encore relativement limités et les demandes, voilà, ce qu'exprime très bien Nathalie aujourd'hui, et on est très intéressé de pouvoir avoir ces échanges avec vous, c'est que globalement, on a des échanges très intéressants, profonds, riches, des idées intéressantes, les constats sont assez bien faits, les projections sont difficiles, on le sait, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à concrétiser dans vos organisations? Ça reste un élément difficile. Formation, sensibilisation, plan d'action, investissement, infrastructure, méthode de calcul. Aujourd'hui, tout ça rentre dans des formes de concurrence et de difficultés où on sent que les axes sont difficiles à déterminer pour mettre en œuvre une stratégie responsable à long terme. Alors, le tout aligné avec une stratégie responsable de gouvernance et d'activité d'entreprise, forcément, puisque le numérique, aujourd'hui, reste le secteur le plus croissant. Hein, je le rappelle régulièrement, mais le numérique, c'est actuellement les émissions de l'aérien, mais avec une croissance de plus de 8 points par an. Donc, globalement, au rythme où on va, le numérique risque de participer plus, d'être plus du côté de la cause du problème que de la solution. Et donc, l'idée, justement, c'est de savoir que qu'est-ce qu'on a en maîtrise, et on revient à des sujets qui sont assez classiques et liés à la gestion d'infrastructures, en particulier d'infrastructures virtualisées ou de services. Donc, on revient vers nos hyperscalers. Et nos hyperscalers ont tous perdu au cours des 5 dernières années leur classement, leur allocation SBTI, donc leurs trajectoires sont toutes déterminées comme n'étant pas alignées avec la science. Donc globalement, on sait que nos hyperscalers ne sont pas en capacité de tenir leurs propres engagements et leurs propres ambitions. Et donc, on est sorti de ce mirage du début de la virtualisation et du go-to-cloud, qui était qu'on allait diminuer par des 90-95% nos émissions, puis les coûts aussi, tant qu'à faire. Donc, on revient à des éléments tangibles, être capable de mesurer, de comprendre les impacts, allonger la durée de vie, et donc on en revient à revoir ce que c'est que du legacy.
un héritage, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de faire durer dans le temps et de trouver des valeurs aux éléments dans des cycles de vie plus larges. Donc on sort justement allonger la durée de vie de mon ordinateur pour mon employé. Je suis passé de 3 ans à 5 ans. On sent qu'on a une notion de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui un asset IT qui est déterminé peut avoir une vie plus large, soit au sein de son organisation sur un cycle de vie large, voire même à l'échelle de la société. Aujourd'hui, une fois de plus, ça demande des investissements et on sait qu'il y a forcément un élément de frein pour pouvoir mettre en place ces initiatives qui sont plus sectorielles, donc sortir de l'individualisme, sectoriser ça et avoir une notion à l'échelle même des territoires. Globalement, on voit que cette mesure carbone, l'infra aujourd'hui, sur les infras traditionnelles, elles sont elles sont fortement émettrices lors des phases de production, mais plus en capacité aujourd'hui à être évaluées, calculées, maîtrisées. Donc, c'est aussi un retour, d'une certaine manière, et un changement de paradigme entre justement les environnements as a service et les environnements totalement maîtrisés. Globalement, avec une gestion de consommation, voire une volonté d'aller vers vous savez, ces smart grids et ces environnements où les DC deviennent, les environnements IT deviennent eux-mêmes producteurs d'énergie, avec le sujet chaleur fatale hein, qui monte en puissance autour des DC avec la DDA-DUE qui va être mise en application. Et globalement, donc justement, avec aussi une situation qui fait que nos environnements de production énergétique ne vont pas pouvoir tenir les rythmes de croissance aujourd'hui en termes de demande côté data center, ce qui amène justement aujourd'hui les hyperscalers d'une part, mais aussi les hébergeurs plus traditionnels aussi, à anticiper une capacité à produire de l'énergie et donc à alimenter un format type smart grid qui lui-même va demander forcément à la fois des investissements côté IA et des investissements côté IT, puisque ces environnements totalement décentralisés sont encore plus dépendants d'infrastructures IT de pointe en grande performance et en capacité de gérer un load balancing énergétique à l'échelle d'un territoire. Ça veut dire que pour autant, les sujets ne tombent pas dans l'oubli, on continue de devoir sensibiliser, mais comme on le disait aussi, l'IT est un des domaines où souvent on est un peu bras ballants, c'est une difficulté, puisque encore goutte d'eau dans beaucoup d'organisations, donc difficulté à pouvoir faire comprendre l'importance de tourner l'IT vers une notion responsable sur les deux plans. Si on le simplifie, le fameux Green IT, j'ai des activités, et là on est goutte d'eau, c'est vrai, mais on est en train de croître et on finira océan. J'ai des activités et donc j'essaie de diminuer mes impacts, moi aussi, et ça a son importance. Et d'autre part, aujourd'hui, comment est-ce que l'IT est un moteur indispensable pour pouvoir aller vers une société qui va assurer énergétiquement son avenir dans un environnement qui soit vivable pour les humains. C'est basé sur beaucoup de process, aucune trajectoire ne va pour diminuer les impacts IT. Aujourd'hui, on aura de plus en plus besoin de ces infrastructures qui font tenir aujourd'hui pour beaucoup le monde. Et donc, comment est-ce que dans nos équipes, on est capable d'avoir des profils technico-fonctionnels et techniques purs qui sont en compréhension des enjeux de la durabilité à l'échelle de notre société et peuvent participer justement à concevoir des trajectoires. Et on sort de ça, sortir de l'initiative, l'opportunité ou parfois, disons-le quand même, l'esthétique du geste pour aller vers un élément qui se base sur une gouvernance. Et là, on revient sur des sujets que vous aviez mentionnés, une gouvernance qui est liée au sujet IT, avant tout, d'avoir longtemps travaillé avec des directions RSE. Une bonne direction RSE est une direction qui finit par avoir été diluée en réalité parce que tout le monde a intégré ces notions-là. C'est un maître d'œuvre. Et donc, il faut que nos gouvernances IT maîtrisent, valorisent et pilotent la performance environnementale et carbone en particulier, et une capacité de reporting et forcément même de pousser vers de l'observabilité carbone, être capable aujourd'hui d'avoir des environnements qui maîtrisent leurs émissions et sont capables de s'adapter pour ne pas surcharger aujourd'hui un environnement énergétique d'une part, mais aussi climatique d'autre part, qui est déjà en train d'étouffer et dont on a du mal aujourd'hui à voir des trajectoires qui nous permettent d'être en tout cas résilients justement, ou alors sans entrer non plus dans une ultra concurrence locale et territoriale, ce qui est en train de se développer autour des accès à la fois à l'énergie, d'une part, et à l'eau, d'autre part. Donc, on le voit, sujet, on le sait, difficile d'activer à 1 an, et on est ultra intéressé de comprendre aujourd'hui ce qui vous aussi, vous pouvez souhaiter savoir ou vous questionner ou vouloir mettre en œuvre, et sujet plus que critique dans les échelles. N'oublions pas, je pense que parmi
nous toutes et tous, on est tous liés à des grandes organisations qui ont sûrement toutes posé une trajectoire 2030-2050, sûrement normalement alignée avec la stratégie nationale bas carbone aussi. Donc logiquement, on ne peut pas ne pas avoir de plan dès l'année prochaine de toute façon, enfin dès l'année en cours, puisqu'on est en 2026, et une projection à 2030 et à 2050, un plan d'action lié, et ça nous demande forcément d'être capable de piloter, comprendre et maîtriser nos enjeux climatiques, mais à tout niveau. On revient, les sujets de compétences sont aussi des éléments critiques pour avoir du responsable, et les sujets d'égalité dans nos environnements aussi, d'égalité d'accès au savoir, au travail, aux technologies. L'IT est un pourvoyeur aussi de grandes fractures sociales et techniques. Et donc, ce sont des sujets qu'on se doit de maîtriser et dont on doit s'emparer pour ne pas participer, une fois de plus, encore à aggraver une situation et être justement le moteur de la transformation. Et je suis un grand convaincu. Et nos échanges nous confirment qu'aujourd'hui, ça passe justement par les acteurs que vous êtes, hein, globalement, les acteurs IT comme porteurs aujourd'hui de ces sujets, si jamais on veut leur donner la résonance qu'il convient d'avoir dans les années à venir. Merci beaucoup Thomas, c'était super complet. Merci aussi Victor, merci à tous les deux. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes sans problème. Ah bah il y a des questions donc Thomas, je te laisse. Ah, hop, je file. Euh, Alors, c'est intéressant. De combien voit-on grandir en moyenne la puissance de calcul qu'elles sont internes ou sous-traitées en croissance annuelle pour les entreprises dans les années à venir? C'est très drôle. On en parlait justement dans notre dernier débrief avant cette table ronde. Et alors là, vous allez voir le magnifique Je botte en touche. Vous pouvez vous renvoyer vers globalement BCG a produit. Il y a 3 grosses études. Je pourrais vous renvoyer les liens directement sur les croissances en puissance de calcul et en investissement. Aujourd'hui, de combien on le voit grandir, c'est une énorme question. Et on n'est pas du tout aligné aujourd'hui. Donc, vraiment, on est en incapacité à savoir de combien ça va être porté en termes d'évolution de la puissance, en toute transparence. Et quand on voit d'ailleurs les demandes aujourd'hui, même sur le temps de l'étude, on a de la variabilité dans les réponses, puisque la grosse crise et l'explosion côté puissance de calcul, elle est arrivée très tard aussi, et on a commencé à voir certains éléments vis-à-vis du marché de la location de puissance de calcul, et donc on sait qu'il y a une bulle qui traîne derrière. Aujourd'hui, pour nous, c'est un serpent de mer. Est-ce qu'on est à fois 1,5 ou fois 4 ? En toute transparence, on est assez en difficulté pour le dire, et en particulier sur ce marché aujourd'hui en sous-traitance ou en location de puissance de calcul. C'est un des sujets de la bulle, hein. Je pense que vous l'avez suivi globalement aujourd'hui, puisqu'on a pas mal de loueurs qui ont mis leurs assets de GPU en gage de leur propre crédit pour l'investissement. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué de le savoir. J'aimerais bien, et à ce moment-là, je vous dirais où mettre vos billes pour les 6 prochains mois et essayer de faire de la croissance. Très compliqué de le savoir. Et on a, je vous dis, oui, on a des ordres de grandeur. Et suivant les trajectoires aujourd'hui, ça reste compliqué. Et je vous avais dit en introduction que je ne jouerais pas à lire dans la boule de cristal. Donc voilà, je renverrai vers mes pairs pour les 3 grosses études qui vous donnent 3 trajectoires, en gros, depuis ceux qui estiment que nous ne sommes pas dans une bulle, elle n'éclatera pas, et que la croissance va se maintenir, puisqu'on a des gros enjeux aujourd'hui vis-à-vis justement de ce croisement d'investissement et de la capacité qu'auraient les plus gros investisseurs du marché sur en particulier les sujets d'IA, hein, puisque ça porte la puissance forcément très fortement dans leur capacité à obtenir des clients payants. Et là se trouve le gros enjeu de savoir si on va être sur du 1,5 ou du x4. Merci Thomas pour cette réponse. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. En tout cas, voilà, on va vous contacter suite à ce webinaire pour qu'on puisse échanger déjà sur votre feedback, vos impressions, et puis éventuellement vous proposer de prolonger l'échange pour étudier avec plus d'attention peut-être vos cas personnels. Merci Victor et Thomas, c'était très 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 complet, je pense. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de mettre en place ce webinaire de manière assez régulière en fait tout au long de l'année, justement pour vous éclairer un petit peu sur les enjeux, cette prise de recul,
qu'on a sur le marché, et puis vous livrer un petit peu le fruit de l'analyse qu'on fait, de tous les échanges qu'on peut avoir et de toutes les études de marché qu'on mène en fait tout au long de l'année. Merci à tous. J'attends une question potentielle d'Olivier, mais non, c'était juste un remerciement. Merci beaucoup Olivier, merci Frédéric, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une excellente journée. Début d'année. Voilà. Encore une fois, bonne année à tous. Merci Noël, bien sûr. Petit big up, petit clin d'œil au CRIP. De cœur, je dirais. Merci à tous et bonne journée. Bon jeudi à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Thomas, merci Victor.